Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de mon partenaire Charles Degnaud. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a des sujets qui sont tous les deux liés à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je vais parler d'un espion célèbre. Ce qui est toujours paradoxal de dire qu'un espion est célèbre, puisqu'en principe, il doit être des agents secrets. Mais bon, c'est longtemps après sa mort qu'il est devenu célèbre et il a été extrêmement important durant la guerre. Mais toi, on va parler de Richard Sorge. Mais toi, tu vas nous parler d'un U-boat. Donc, on va être dans les sujets un peu maritimes, mais un U-boat qui a eu des mésaventures un peu particulières. Oui, un peu cocasse parce que le U-boat U-1206 a coulé à cause de sa bécosse. En fait, le terme maritime serait plus coqueron en français ou head en anglais. Au point de départ, ce qu'on appelle U-boat, c'est la désignation pour les submersibles allemands. Dès la Première Guerre mondiale, il y a eu des développements qui se sont faits. En fait, la technologie des sous-marins remonte à l'Antiquité. Il ne faut pas se le cacher, mais au cours des années, surtout à partir du 19e siècle, il y a eu des développements assez importants au niveau technique. Winston Churchill, à la Deuxième Guerre mondiale, avait bien averti les troupes, les Anglais, les Alliés, que la désignation de U-boat s'appliquait uniquement aux submersibles allemands. Tous les autres submersibles étaient des sous-marins. Ainsi catégorisait l'espèce de bête infernale qui a été, selon ses dires, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui l'a le plus effrayé dans tous les aspects de ce conflit. C'était la menace sous-marine des U-boats. Oui, parce que l'Angleterre, étant une île, devait importer à la fois les munitions, la nourriture, tout par voie de mer, et que les U-boats étaient capables de couper la route maritime, finalement. La menace ayant été très bien démontrée au cours du premier conflit de la Grande Guerre. Exactement. Maintenant, la technologie inévitablement évoluait, et puis le U-boat allemand est devenu un prédateur très, très avancé pour l'époque. On va parler un petit peu de plomberie maintenant au niveau des sous-marins. La majorité des sous-marins utilisés à l'époque, à l'exception des U-boats, utilisaient des fosses septiques pour contenir les égouts des toilettes, de l'évier, entre autres, et puis toutes les eaux usées étaient stockées. C'était ingénieux jusqu'à un certain point et pratique parce que si on laisse en mer des déchets, on peut être, on parle d'un U-boat là, ou d'un sous-marin, on peut être repéré par l'aviation ou par la marine et être localisé. C'est très risqué. Alors, la logique des choses, c'était qu'on va conserver toutes ces eaux usées-là à l'intérieur, mais en contrepartie, c'est une vulnérabilité pour le sous-marin en question. Une question de poids. Il doit transporter des liquides inutiles. Et puis aussi, c'est une question de vitesse. Et puis, de manœuvrabilité, flottabilité, il y a plusieurs aspects parce que le problème d'ingénierie, de tuyauterie et puis de toilettes dans un U-boat, c'est un problème qui est très, très concret. Le standard pour le U-boat, c'était des toilettes qui pouvaient être utilisées en surface. D'ailleurs, on parle de sous-marin, mais le terme plus exact pour décrire l'équipement de la Deuxième Guerre mondiale, cet aspect-là, c'est submersible. Les profondeurs étaient limitées et le temps sous l'eau était limité aussi. La propulsion était assurée en surface par des engins diesel qui rechargeaient des batteries qui, elles, étaient utilisées avec des moteurs électriques sous l'eau. C'est un aspect très, très important. Donc, la vitesse s'en trouvait d'autant réduite. Si on élimine un poids et puis une quantité de tuyauterie, bien, à ce moment-là, on est plus agile sous l'eau. Et d'ailleurs, les succès au niveau de la Deuxième Guerre mondiale au début, qui ont été remportés par la marine allemande, surtout les U-boats, étaient spectaculaires. Ils ont même appelé ça des happy times, ou les temps heureux. On n'avait pas encore les contre-mesures qui sont apparues vers le milieu du conflit.
Donc, les U-boats avaient le règne total. Mais plusieurs marins avaient commencé à remarquer que lorsque on devait rester submergé pendant une longue période de temps, les toilettes ne fonctionnaient pas. Donc, on devait utiliser des chaudières et des contenants divers. Et puis, il y avait sur le type 7C, qui a été le U-boat le plus manufacturé durant le conflit, il y avait 2 toilettes, mais lors du départ, la toilette avant était utilisée pour stocker des provisions pour la route, ce qui semble déjà de stocker de la bouffe dans une toilette, quelque chose qui n'est pas très, très appétissant. La vie à l'intérieur des U-boats, c'était un enfer d'odeur. Mais si on rajoute à ça les résidus de chaudière, ça fait que lorsque les U-boats retournaient au port pour être réavitaillés et puis pour être entretenus, on les sentait venir de loin. Même dans certaines circonstances, le personnel qui travaillait sur les U-boats était totalement incommodé par l'odeur, le parfum horrible de diesel. Que c'est un endroit clos et qu'il n'y a aucune circulation d'air. La ventilation se faisant uniquement en surface. Donc, on s'est attaqué au problème et puis ça a donné plusieurs développements technologiques. Un des premiers, ça a été le snorkel. Un snorkel, c'est une paille, ni plus ni moins, qui permet aux sous-marins, aux U-boats, de recharger ses batteries alors qu'il est submergé. C'est certain que c'est à faible profondeur, mais il échappe ainsi aux vigies sur les navires ennemis, mais il n'échappe pas à l'aviation, parce qu'on pouvait quand même le détecter sous la surface. L'air était utilisé surtout pour les diesels et pour la ventilation. Le snorkel est équipé d'une valve automatique parce que par gros temps ou s'il doit plonger en catastrophe, l'arrivée d'air est ainsi obstruée et puis on peut continuer à fonctionner sous l'eau. Et puis aussi, lorsque l'arrivée d'air est coupée, l'air intérieur du U-boat est aspiré par le moteur, par les diesels. Donc, on ne pouvait pas utiliser ça très, très, très longtemps là, en mode interne, si on veut. Aussi, suite à cette possibilité-là, il a fallu développer un système de toilettes qui pouvait fonctionner en profondeur. Puis ça a été une prouesse technique. Mais, en conséquence, le fonctionnement de cet appareil-là était très complexe. Au point que sur chaque U-boat, il y avait un spécialiste de la toilette, puis c'est lui qui tirait à la chasse d'eau. Personne d'autre avait le droit de manipuler des valves. C'était compliqué. Là, on a à négocier, à dealer avec la pression extérieure. On est à 10 mètres sous la surface de l'eau. La pression est pratiquement doublée. Si on ouvre une chasse d'eau, d'ailleurs, comme on va le voir un petit peu plus loin, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Le système était tellement complexe que l'opérateur, le spécialiste, va s'assurer de l'ordre exact dans lequel les valves doivent être ouvertes et fermées pour que les eaux partent dans la bonne direction. Alors, c'est là qu'arrive le U-1206. On est en 1945, il faut le dire. C'est après plusieurs mois d'entraînement, plusieurs patrouilles de pratique, le U-1206 va s'aventurer pour sa première patrouille officielle de guerre. Son fringant jeune capitaine de 27 ans s'appelle Karl Adolf Schlitt. Il va avoir un rôle à jouer justement dans la catastrophe en question. Le 14 avril 1945, lors de sa première patrouille de guerre, arrive que notre capitaine a soudain besoin de satisfaire un besoin naturel et se dirige vers l'unique toilette extrêmement complexe du U-boat. Il fait son besoin, puis en tant que capitaine, il décide qu'il sait comment manipuler la toilette en question et puis il va commettre une erreur, inévitablement, et puis le système va bloquer. Parce qu'il faut voir qu'il y avait un spécialiste à bord pour s'occuper de ça. Mais le capitaine n'avait jamais été formé en tant que spécialiste. Normalement, quelqu'un utilisait... Il aurait dû faire appel au appeler le spécialiste, dire « Viens tirer à la chasse ». OK, moi, j'ai fait mon besoin. D'ailleurs, j'imagine que le système, comme de la façon qu'il fonctionnait, il ne tirait pas la chasse à chaque fois. Il s'accumulait quand même une certaine quantité de résidus.
Et puis, lorsque c'était utilisé de la bonne façon, ces résidus-là étaient transformés en une espèce de torpille qui était éjectée à l'extérieur très, très rapidement en profondeur. Donc, on n'avait pas trop peur de se faire détecter avec ça. Cependant, lorsque le système a bloqué à suite à une mauvaise manipulation du capitaine Schlitt, il a fait appel au spécialiste qui, lui, était confus. Et puis là, il a commis une maladresse totale. Ça a été décrit comme une explosion d'eau de mer et d'autres choses qui a envahi en quelques secondes le submersible. Une bonne partie du submersible, de la cambuse, entre autres, la toilette et... Plus grave, la toilette étant située au-dessus du compartiment des batteries, l'eau de mer s'est infiltrée et a créé une réaction chimique avec l'acide des batteries et a dégagé du chlore, du gaz de chlore qui est un poison affreux. Mais là, on est capable d'arrêter l'entrée d'eau. Là, le sous-marin est menacé, il va couler, ça ne sera pas long. Alors, puis aussi... l'eau se déverse dans les moteurs électriques. C'est encore pire parce que là, ça rend une partie des moteurs inutilisables, ça dégage encore plus de gaz de chlore. Alors, on va remonter en surface. Là, j'ai oublié de mentionner tantôt aussi que la patrouille se déroule au large des côtes de l'Angleterre. Donc, sous la surveillance de la marine anglaise et de toutes les unités de guerre, lui, la tempête parfaite. La tempête parfaite. Et on a ce submersible-là qui surgit comme ça, là, pour rien absolument, au milieu d'un convoi et puis d'escorte militaire et surtout de l'aviation. Alors, il est immédiatement repéré par un avion britannique. La situation empire parce que là, le submersible est en péril, il est en train de couler. Alors, non seulement les marins allemands vont avoir à se défendre contre des attaques qui viennent de toutes parts. D'ailleurs, le sous-marin va être coulé par un avion. C'était inévitable. Il n'était pas trop en position de se défendre. Il n'était pas en position de se défendre. Et puis, il ne restait plus finalement qu'à l'équipage que de s'aborder le sous-marin. Donc, ça implique de jeter à la mer tous les fameux livres de code Enigma, la machine aussi. Ça va être quand même assez catastrophique parce que comme il y a des marins qui vont périr de l'attaque, le submersible va finir par couler. D'ailleurs, il a été repéré récemment par des chasseurs d'épaves. Il y a 3 marins qui vont perdre la vie. Les autres vont être capturés, vont finir la guerre. D'ailleurs, on est à la fin du conflit. Quelques mois plus tard, 2 mois à peine plus tard, le dictateur Hitler va se faire sauter à la cafetière dans son bunker. Et puis, la leçon de l'utilisation des toilettes en profondeur va vraiment être retenue. Et puis, on va accorder... D'ailleurs, les ingénieurs allemands avaient accordé l'importance à ce système-là au point d'avoir une formation spécifique. Ce qui ressort de ça, c'est qu'on a beau être le capitaine du bateau, l'ignorance, et puis aussi, je pense que la complaisance de dire « Ah, ben moi, je n'ai pas besoin du spécialiste pour tirer une chasse d'eau », eh bien, ça va avoir coûté la vie à 3 personnes, à 3 marins. Ça va avoir envoyé au fond un submersible, d'ailleurs, qui était déjà, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, malgré toutes les avancées, était déjà obsolète. C'est pas si grave que ça, mais c'est quand même une catastrophe qui vaut la peine d'être mentionnée. Par l'absurdité de son utilisation, l'absurdité de tout ça, et aussi par la complaisance de quelqu'un, d'un capitaine qui portait un nom approprié pour les Anglais, le capitaine Schlitt, qui a été coulé par sa toilette. Alors voilà, c'est l'histoire du U-1206. Le seul sous-marin de l'histoire connu, il y en a peut-être d'autres qui a été coulé par sa toilette. Il y aurait beaucoup de mauvaises blagues à faire sur cette gêne-toi pas, vas-y. Dans le genre, ce fut vraiment une journée de M, ou etc., etc., etc. Travailler sous pression. Oui, certainement travailler sous pression. Moi, je vais parler d'un gars, justement, qui a travaillé sous pression. On va rester dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, mais on va se déplacer vers l'Est, vers le front Est. On va parler d'un espion. De l'espion, on a dit de lui que c'était l'espion soviétique le plus important de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'appelle Richard Sorge. Alors, Sorge, il est né, c'est un Allemand, mais il est né en 1895, près de Bakou, en Azerbaïdjan.
Comment ça? Ben parce que son père était un ingénieur des mines, Wilhelm Sorg, qui était là avec son épouse et qui travaillait à cet endroit-là parce que l'Azerbaïdjan, entre autres, était un producteur de pétrole. Alors, ça faisait partie de l'Empire russe à l'époque. Plus tard, ça va faire partie de l'URSS. En 1914, d'abord, Sorg va avoir 3 ans quand sa famille va finalement retourner en Allemagne. Et là, il faut voir une connexion idéologique. Il avait un oncle qui avait été le secrétaire de Karl Marx. Donc, parce que Sorg va devenir un communiste plus tard. Et en octobre 14, comme on sait, c'est la Première Guerre mondiale, Sorg s'engage comme volontaire dans l'armée allemande et dans l'artillerie, et il va être gravement blessé en mars 1916. Un shrapnel va lui briser les 2 jambes et lui couper 3 doigts. Il va donc rester handicapé à vie. Il va être promu au rang de caporal, va recevoir la croix de fer, puis il va être démobilisé pour des raisons médicales, on comprend. Et pendant sa convalescence, ben, c'est là qu'il va lire les livres du patron de son oncle, c'est-à-dire les livres de Karl Marx, et il va se convertir, si on peut dire, au communisme. Et après la guerre, ben, il va rester à étudier l'économie à l'Université de Berlin, aussi à Kiel et à Hambourg, et en 1920, il va obtenir un doctorat en sciences politiques et rejoindre le Parti communiste allemand, le KPD. On est à une époque où il y a presque une guerre civile en Allemagne, justement parce qu'il y a une tentative de révolution encouragée par les bolcheviks en Russie et qui va être écrasée dans le sang. Et lui, avec ses opinions politiques, ben, il va s'être trouvé un emploi comme assistant dans une mine de charbon et il va être congédié à cause de ça. Et il va s'enfuir à Moscou. Surtout qu'il y a la répression contre les communistes qui commence en Allemagne. Et là, il va devenir un agent des services secrets soviétiques. En 1921, il revient en Allemagne avec celle qui va devenir son épouse, une certaine Christiane Gerlach, qui était l'ancienne épouse de son directeur de thèse. Beaucoup de femmes dans l'entourage de Sorg tout le temps. C'était un grand séducteur, apparemment. Et il va s'installer donc au sud de la Ruhr. Et après ça, va déménager à Francfort. Et là, il va recueillir surtout des informations sur la communauté financière. Et il va continuer à travailler ensuite comme journaliste. Et en 1924, il déménage à Moscou, encore une fois, où il va rejoindre officiellement ce qu'on appelle le département international de liaison du Comintern, qui est en fait une section d'information de la GPU, c'est-à-dire le futur KGB. Et il va divorcer durant cette période-là et il va être transféré en 1928 aux GRU, qui sont les services secrets de l'Armée rouge. Et là, eux, ils vont l'envoyer à Shanghai pour collecter des informations, puis théoriquement, en principe, aider le Parti communiste chinois à préparer une révolution. Et là, il va être... sa couverture, ça va être journaliste pour le Frankfurter Zeitung, un journal allemand très connu, et aussi il va travailler pour une agence de presse. C'est là qu'il va rencontrer un collègue journaliste japonais, celui-là, Otsumi Ozaki, et il va le rencontrer par l'entremise d'une grande journaliste américaine, Agnès Smedley. Pour dire que c'est un petit monde, tout ça. Et Ozaki travaille pour un grand journal japonais, le Asahi Shimbun, mais il est en désaccord avec la politique de son pays, la politique impérialiste d'attaquer la Chine, etc. Et il va commencer à devenir informateur pour Sorg. Et Sorg va informer les services secrets soviétiques déjà sur les combats, comment ça se passe, les combats entre les Japonais, les Chinois. On va le ramener à Moscou, on va le décorer. Il va se remarier et va être envoyé à Berlin sous le nom de code Ramsey pour renouer des contacts en Allemagne. Et de là, va pouvoir passer au Japon de façon, on peut dire, sans que ça paraisse trop. Il est passé par l'Allemagne, il s'en va au Japon, toujours en tant que journaliste. Il va arriver à Yokohama en 1933 et il va commencer à édifier un réseau d'informations pour collecter des informations au profit du NKVD, donc des services secrets soviétiques. Il y a des agents nombreux qui travaillent pour lui, qui ont des contacts avec des politiciens influents. Il va obtenir donc des informations un peu à l'avance sur la politique étrangère du Japon. Il va se remettre en contact avec Ozaki Ozumi, son ami journaliste qu'il avait rencontré en Chine, qui lui est une connaissance personnelle du premier ministre japonais, qui s'appelait Fumimaru Konoe,
et ça va lui permettre de copier des documents secrets qu'il va transmettre à Sorg. Donc, on a un espion très bien placé, membre du parti nazi, donc officiellement au-dessus de tout soupçon, et en principe, il est même agent des services secrets allemands, l'Abwehr. Mais c'est pas vraiment pour eux qu'il travaille. Il est à l'ambassade allemande, il connaît très bien l'ambassadeur Eugène Ott. Il est très bien connecté, comme on dirait aujourd'hui, et il a pour lui, dans son réseau, un imprimeur russe au Japon qui est en fait son officier des transmissions qui a l'appareil de radio pour transmettre les messages en Union soviétique. Ça va lui permettre. Il développe cependant, on imagine avec le stress, on parlait de travailler sous tension tantôt, une nette augmentation de sa consommation d'alcool. Mais ça ne l'empêche pas de fonctionner. Il va même livrer aux Soviétiques, à ce moment-là, des informations importantes sur le pacte qui va se signer entre l'Allemagne nazie et le Japon. Et plus tard, il va être au courant avant tout le monde de l'attaque de Pearl Harbor. Mais surtout, en 1941, il va pouvoir prévenir les Soviétiques de la date exacte à laquelle les Allemands vont attaquer l'URSS. L'opération Barbarossa, qu'on a appelée. Mais son problème, le problème, c'est que Staline ne le croira pas. Staline ne prendra pas ça au sérieux. Lui, il y a un pacte avec... de non-agression. De non-agression avec l'Allemagne. Alors, il dit c'est une provocation. Ça va s'avérer une erreur monumentale parce que les Allemands vont bel et bien envahir l'URSS, prendre complètement les troupes soviétiques par surprise, anéantir l'aviation allemande l'aviation russe dans les premières heures de combat. Ça va être une chose absolument une catastrophe. Mais Staline, c'est ça, n'avait pas cru Sorg, qui était, après tout, un Allemand, qui était un ancien trotskiste, qui était vu comme un séducteur. Donc, on pensait que c'était quelqu'un de pas très sérieux. Mais après la bataille de Moscou, Sorg transmet de nouveau une information importante que là, les Soviétiques vont prendre au sérieux. C'est que les Américains, les Japonais, sont en train de préparer leur attaque contre les États-Unis et ils n'ont aucune intention d'attaquer l'URSS dans un délai prévisible. Alors, ça permet, à Staline d'informer le général Zhukov, commandant en chef des forces soviétiques, qui, lui, va pouvoir déplacer des troupes qui étaient sur la frontière asiatique de l'URSS en prévision d'une possible attaque japonaise. Ils vont pouvoir les déplacer, les envoyer sur le front ouest pour combattre les Allemands. Donc, c'est très important pour le cours de la guerre ensuite. Deuxième information importante qu'il transmet quelques années plus tard, le Japon pourrait attaquer l'URSS quand l'armée allemande va avoir pris des villes sur la Volga, sur le fleuve Volga, ça qui couperait l'approvisionnement en pétrole d'Azerbaïdjan pour l'armée rouge. Les Allemands, les Russes, les Soviétiques vont donc se dire il ne faut pas que les Allemands réussissent à s'emparer d'une de ces villes. Ça va donner la bataille de Stalingrad, qui est sur le bord de la Volga, et une bataille acharnée, et là on comprend que c'est parce que les Soviétiques avaient compris que s'ils perdaient cette bataille-là, ils risquaient de se faire attaquer par les Japonais à revers, si on peut dire, et de se battre sur deux fronts. Et ils vont réussir à repousser les Allemands. Donc, c'est grâce aux informations transmises par Sorg. Sauf qu'entre-temps, les services secrets japonais, eux, ils ne restent pas inactifs et ils commencent à cerner un peu Sorg, à voir d'où viennent les transmissions radio, etc. On fait de la triangulation et on finit par l'arrêter le 18 octobre 1941 à Tokyo. Et là, il va être interrogé, évidemment, comme les services secrets japonais savaient interroger quelqu'un. Et finalement, il va être pendu le 7 novembre 1944, le même jour que son ami Ozaki Ozumi, qui était son ami japonais. L'URSS ne dira pas un mot sur Sorg, et c'est seulement 11 ans après la mort de Staline, en 1964, que Nikita Khrouchtchev, le nouveau chef soviétique, et qui avait déjà dénoncé les erreurs de Staline
une fois que Staline a été mort, parce qu'on pouvait faire ça une fois qu'il était mort. Et donc, Khrouchtchev a, le 5 novembre 1964, décerné à Richard Sorg le titre de héros de l'Union soviétique à titre posthume. Et depuis, on a pu en savoir plus parce que, bon, il y a eu l'ouverture des archives soviétiques. On en sait de plus en plus sur le rôle et aussi de ce que les Japonais avaient pu découvrir sur le rôle de cet agent-là qui a été extrêmement important durant la Deuxième Guerre mondiale. J'ajoute que la télévision russe a produit une série, Richard Sorg, Maître Espion, ou Master Spy en anglais, qui est accessible sur YouTube avec des sous-titres anglais. Et c'est une excellente série, d'ailleurs, sur ce personnage hors du commun. Ce qui est frappant dans l'histoire, c'est l'impact, le changement que cet espion-là a eu. Si Staline l'avait écouté la première fois, le tournant de la Deuxième Guerre mondiale aurait été totalement différent. Oui, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que dans les premières heures, comme j'ai mentionné, l'aviation soviétique a été anéantie par les avions allemands. C'est Pearl Harbor, mais sur l'échelle d'un front de 3000 km, parce que l'aviation soviétique était disposée que ses avions les plus modernes, les plus performants étaient les plus proches de la frontière, et plus on s'éloignait, plus on avait les vieux modèles, etc. Alors, tout ce qu'il y avait de plus neuf a été anéanti avant d'avoir pu décoller, la plupart du temps. Ça a été une surprise totale, d'autant plus qu'au tout début, quand ça a commencé, Staline a dit à ses hommes de ne pas riposter parce que c'était une provocation. Ça a pris un bout de temps avant qu'on réagisse. Alors, l'Armée rouge, c'est presque un miracle qu'après ça, l'Armée rouge ait réussi, même si ça a pris plusieurs mois, la ténacité, effectivement. Oui. Incroyable des troupes russes dans ils auraient été beaucoup mieux équipés s'ils avaient été prévenus et s'ils avaient cru les informations et qu'ils avaient été prêts à se battre. Sûrement que ça se serait passé autrement quand les Allemands ont attaqué. Malgré les infamies qui ont été commises par Staline, comme ce fameux pacte avec Hitler, le pacte de non-agression, et puis les mauvaises décisions qui ont été prises. D'ailleurs, on le voit à travers l'histoire que les dictateurs sont plutôt reconnus pour des mauvaises décisions que pour des bonnes. On simplement pensé à Mao, par exemple. C'est ça. Et puis, dans le cas de Staline, il faut quand même lui reconnaître une chose. Quand la guerre a commencé, après quelques mois, il a compris quelque chose que Hitler n'a jamais compris, c'est que c'était mieux de laisser les généraux professionnels diriger la guerre. Exact. Alors, on me fait des signes, apparemment, on arrive à la fin de notre émission. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire à dormir debout.